Point de presse ce mardi 23 janvier 2024 d'Alassane Ouattara et Anthony Blinken. Le dictateur ivoirien se moque ouvertement des pays de l'AES. Paraissant particulièrement et faussement décontracté, le vieux Grigou a tenu à qualifier le partenariat Côte d'Ivoire-États-Unis d'exceptionnel. C'est presque s'il n'a pas affirmé que Joe Biden est son copain. Il faut noter que l'audience de ce jour a été précédée par une séance de travail secrète tenue à Assini entre le despote des lagunes et l'équipe de son hôte du jour. Cette rencontre secrète à Assini, semble-t-il, visait à échapper aux supposées écoutes russes. Il nous revient qu'Alassane Ouattara a demandé l'installation d'une base militaire américaine spéciale en Côte d'Ivoire pour se prémunir de toute attaque des pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il est même envisagé la création d'une alliance des pays de la sous-région pour faire front à l'AES. Ce nouveau regroupement de pays serait composé de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Sénégal. Il a profité pour dénigrer son plus farouche ennemi, Guillaume Soro, le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS. Il a réclamé que tous les proches de celui-ci soient interdits de séjour aux États-Unis. Alassane Ouattara a aussi réclamé la surveillance par le FBI de certains ressortissants ivoiriens et burkinabés qui résident sur le territoire américain, entre autres les cyberactivistes burkinabés Ibrahim Maïga et l'ivoirienne Laguep. Il a informé la délégation américaine que la France avait promis révoquer le statut de réfugié politique des proches de Guillaume Soro et se disait prête à les expulser de France. Et voilà, ce vieillard inconscient qui veut infliger le maximum de dégâts aux enfants de Côte d'Ivoire avant de rejoindre le tombeau. Quelle méchanceté! Tout ce qu'il entreprend, c'est pour faire du mal. Alors vous êtes prévenus. Parce que, pourchassé justement par cette junte militaire, pour avoir dénoncé un crime odieux et passible d'être un crime contre l'humanité, celui de Moura. Et il n'y avait pas Moura que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé Moura qui a été opéré par les supplétifs de l'armée malienne, en fait, disons, des 5 colonels qui les ont fait venir, des mercenaires qui ont fait assassiner plus de 1000 personnes à Moura. Et avant Moura, je me suis insurgé contre les tueries qui ont eu lieu à Nyonon, les tueries qui ont eu lieu dans le plateau d'Ogon. Je me suis insurgé contre tous ces débordements-là, dont la responsabilité incombe au niveau stratégique de l'armée, entre les mains de Assimi Goïta et ses camarades, et qui incombe effectivement aux hommes politiques qui le soutiennent. Si c'est pour cette raison, cette déclaration que j'ai eu à faire depuis le régime d'avant l'arrivée de cette junte-là, si cette déclaration me valent poursuite, je ne sais pas en quoi le Sadi qui n'a pas fait une déclaration de cette nature-là va être accusé. Alors donc, simplement, la junte a envie de faire place nette pour être seul maître à bord, alors qu'elle n'a posé aucun acte aujourd'hui qui puisse permettre aux Maliens d'en être fiers. Nous avons décidé au niveau du gouvernement de 2 à 3 choses. D'abord, expliquer ce qui s'est passé, donner la version du gouvernement. La deuxième chose, c'est d'ouvrir immédiatement une enquête. Et cette fois-ci, nous avons insisté avec le président, il faut que l'enquête aboutisse, qu'il y ait des résultats de l'enquête. Il ne suffit pas d'ouvrir, mais il faut qu'il y ait des résultats. Il y aura une équipe qui va aller, il y aura des militaires, des civils, des procureurs et tous les éléments. Rien ne sera caché pour que la vérité soit suivie par les Maliens. La troisième, c'est de mettre un cadre d'échange. Il faut se parler. On ne peut pas laisser notre population mourir seulement à la version des médias étrangers. C'est peut-être une insuffisance, mais je pense qu'il faut qu'on la corrige. Pour la corriger, il faut qu'on parle avec les leaders de la communauté.
Pour sa part, le président de Tapital Poulakou a tenu à exprimer de vive voix le rattachement de la communauté à la République et à l'État du Mali. Il a toutefois déploré des injustices et autres frustrations qui peuvent expliquer les actes de certains. Sans embâche, le président de Tapital Poulakou a reconnu que Moura est bel et bien un sanctuaire de djihadistes. Aussi, le président de la communauté Peul a affirmé qu'il n'y a eu aucune exaction de la part de l'armée dans cette localité. Nous ne pouvons pas être opposés à l'État. Non. Pas du tout. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de patriotisme. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de morale patriotique. Personne au Mali ne peut prétendre être plus malien qu'un autre. Et je crois qu'il faudrait d'abord quelque part dans les esprits nettoyer et enlever ces complexes-là. Hier, nous avons eu une longue séance de travail avec nos parents de Moura, qui sont déplacés pour venir nous voir, qui nous ont expliqué de long en large comment les événements se sont déroulés. Il y a des accusations qui ont été portées contre nos forces de défense et de sécurité que je tiens ici à démentir. Elles sont fausses et sans fondement. On a dit que les forces de défense et de sécurité du Mali ont violé des femmes. Non, c'est faux, c'est archi faux. Et il n'y a eu aucun cas de viol de femmes. Ça, nous tenons à le dire. Et ceux qui l'ont dit, peut-être, ont leurs raisons particulières. Mais nous tenons à dire ici haut et fort qu'aucune femme n'a été violentée, qu'aucune femme n'a été violée. Le Premier ministre a relevé une identité de vie entre lui et ses interlocuteurs du jour sur les questions essentielles. Ce que je retiens de votre intervention, c'est trois grandes conclusions. La première, vous avez le sentiment qu'on assimile la communauté Peul, terroriste ou djihadiste. Je crois à tort. La deuxième conclusion que je tire de votre intervention, c'est le témoignage plus qu'éloquent de ce qui s'est passé à Moura. Il est précis, témoignage qui vient de ceux qui, en tout cas d'après les informations que vous venez de donner, de ceux qui viennent du terrain, qui ont vécu ce qui s'est passé, qui l'ont vu. Le témoignage aussi que Moura est un sanctuaire des mouvements terroristes. C'est pourquoi ce sanctuaire a fait l'objet de plusieurs mois d'observation et de renseignement. Je crois que les enquêtes qui sont en cours tiendront compte certainement de votre avis aussi, de ceux qui sont sur le terrain, parce que j'imagine que si une commission d'enquête va, la moindre des choses, c'est d'interroger plusieurs personnes qui ont vécu les faits. La troisième conclusion que je tire de votre intervention, c'est votre totale disponibilité à être du côté de la République et du Mali. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que cette disponibilité puisse avoir un réceptacle où elle va se manifester pour aider l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients que la force militaire seule ne ramènera jamais la paix. Voilà la junte qui s'est permise, disons, le colonel Assimi Goïta et ses éléments, accompagnés de Choguel Kokala Maïga, qui vont aller réveiller la SEMA qui était dans une discussion avec eux pour l'application de l'accord d'Alger. L'armée a quand même repris Kidal, qui échappait au pouvoir central. C'est quand même la preuve qu'il gagne du terrain sur les groupes djihadistes, non? Pourquoi ça vous fait sourire? Excusez-moi, c'est là la confusion. C'est là la confusion et c'est là la manipulation. Ceux qui sont sortis de Kidal et qui étaient armés ne sont pas des djihadistes et des terroristes. On a essayé de les assimiler aux djihadistes, aux terroristes, pour que l'opinion puisse l'accepter en marchant sur les déficiences de l'accord d'Alger. Ça, c'est un point extrêmement important.
Deuxième chose, ce sont les Wagner qui sont rentrés à Kidal disant à l'armée de rester dehors, tout comme quand Serval est rentré à Kidal, a dit à l'armée de rester dehors et pousser le Mali à aller discuter des accords. Mais cette fois-ci, Wagner a dit rester dehors pour rentrer et piller les populations du Mali. Alors donc, la SEMA est sortie de Kidal après avoir livré bataille contre l'armée et Wagner. La SEMA est sortie avec tout son matériel intact, y compris les prisonniers de guerre qu'ils avaient pris sur l'armée malienne. La SEMA est sortie avec tout ceci. Pouvons-nous honnêtement parler de prise de Kidal? Et plus de 90% de tous ceux qui sont de Kidal et qui sont Touaregs, blancs, de couleur blanche, sont sortis de Kidal. Tessalit est vide, Kidal est vide. Des populations, je dis bien. Alors pour qui faisons la guerre et contre qui faisons la guerre? Donc je pense que ce n'est pas... C'est là justement un des problèmes que j'ai eu avec eux, parce que toute la classe politique malienne, y compris mon parti, se sont réjouis, y compris le SADI, je le précise, se sont réjouis de l'entrée de l'armée à Kidal. Et moi je dis que ce n'est pas une fierté pour moi, et ce n'est pas une manifestation d'une quelconque souveraineté ou d'un acte de patriotique. Je le dis et je le maintiens et je peux le prouver. En 2013, lorsque les forces internationales intervenaient au Mali, qu'est-ce qui a été dit aux Maliens? C'est le président de la République française, François Hollande, qui a dit au Mali, il l'a dit au Qatar, il a dit partout, que l'objectif de l'opération Serval, c'est de détruire le terrorisme, c'est d'assurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, c'est d'appliquer les résolutions des Nations Unies. Voici les trois conditions. 2013, en 2020, au moment du renversement du régime, le terrorisme a envahi 80% du territoire, alors qu'en 2013, c'était confiné au nord. Et ça s'est étendu au Burkina, c'est parti dans les pays du Golfe. J'ai entendu récemment le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros au Ghana, autrement dit 40 milliards de francs CFA, pour lutter contre le terrorisme, donc pour acheter des armes. Et il y a eu des inondations au Ghana quelques semaines avant. Pourquoi on ne leur a pas donné 40 milliards? Pourquoi on ne leur a pas donné 40 milliards pour construire des routes, pour se développer? Mais on dit que c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est pour acheter des armes. Mais le terrorisme a été au nord, confiné au grand nord du Mali. Quand l'un des grands pays de l'Union européenne venait au Mali. Mais en 2020, 7 ans après, qu'est-ce qu'on a constaté? Je viens de vous dire que le terrorisme a pris 80% de nos territoires. C'est étendu aux autres pays. Donc, ce qu'il a dit au début, c'est un mensonge ou c'est pour nous tromper. 2, c'est pour l'intégrité du Mali. Mais qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal, le bastion des terroristes? C'est l'armée française. C'est elle qui s'est interposée. Le commandant en chef de la MINUSMA, c'était un général français. On a empêché l'armée malienne de prendre le territoire. Donc on a créé un sanctuaire où les terroristes ont été se préparer pendant 2 ans. Parce qu'avant on disait c'est des Touaregs, c'est des Blancs, mais il y a des Noirs qui sont partis. Ils se sont organisés pendant 2 ans et puis ils ont déferlé sur le reste du pays. Et on s'est retrouvé avec le terrorisme au centre du Mali. Le centre de gravité du terrorisme, c'est devenu le centre. Or, il n'était pas prévu que les forces internationales arrivent au centre du Mali. C'est comme si vous avez mal au pied, on vient vous taper sur la tête, vous occupez de votre tête, vous oubliez le pied. Donc on a laissé le nord. Qu'est-ce qui s'est passé au nord? Des groupes terroristes se sont organisés avec des mouvements qui disaient qu'ils sont venus signer la paix pour créer des États dans l'État. Ils ont des jugements, ils ont des prisons, ils ont des mines d'or,
qu'ils exploitent, où va l'or? On imagine où ça va. Dans quelques années, on va présenter un pays, dire que c'est le plus grand producteur d'or au monde, alors qu'il n'en produit pas. Une partie de l'or, certains terroristes le prennent, ils le passent à ceux qui disent qu'ils sont dans les mouvements signataires de la paix. Ils viennent à Bamako. On corrompt toute la chaîne, depuis l'entourage du chef de l'État, des officiers, des juges, tout le monde, des hommes politiques. Et on crée une oligarchie plutocratique qui prend notre pays en otage. Les militaires parlent, on les casse les reins, on les sort de l'armée. Un homme politique parle, on lui donne 0,00. Pour ça, aux prochaines élections, pour dire qu'il ne représente rien. Comment on fabrique les résultats? Le président qu'on veut qu'il passe, dès qu'on arrive ces résultats, on nous fait pleuvoir des félicitations venues de France, des pays africains, alors que notre Cour constitutionnelle ne s'est même pas prononcée encore. C'est pour intimider notre peuple. Que vous voulez ou non, c'est lui le président, c'est lui qu'on veut. Et quand il s'assoit, il signe des contrats léoniens. Là où le Mali doit avoir 100 milliards, on lui donne 1 milliard, le reste va ailleurs. On lui donne des nationalités, sa femme, ses enfants. Et quand le pays sera déstructuré, il prend l'avion, il s'en va. Il y a des ministres. Est-ce que dans vos pays, vous allez accepter que quelqu'un qui a 2 ou 3 nationalités soit ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères? Il accède à tout. Quand il n'est pas du gouvernement, il prend son billet d'avion, il s'en va et on lui donne du boulot là. Dans sa valise, vous avez tous les documents de l'État dans sa valise. Donc, le terrorisme n'a pas été... L'intégrité du Mali, on nous a empêché de l'avoir. Ensuite, les résolutions des Nations Unies changent chaque année quand vous les lisez. Les premières disaient qu'ils venaient pour lutter contre les terroristes, les éloigner des villes, les détruire. Mais après, on nous a dit qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Vous voyez un camp malien, il y a des attaques contre le camp. Le camp est financé par les forces internationales, construit par les forces internationales. Et on oublie, entre guillemets, différents forages. Donc, les militaires maliens n'ont pas d'eau. Donc, ils sortent. Notre État n'a pas les moyens des grandes cargaisons d'eau les importer. Ils vont chercher l'eau dans les puits autour. Les terroristes étudient leur parcours. 1 mois, 2 mois. Et un jour, ils viennent tomber sur les militaires qui puissent de l'eau. Ils les tuent tous. Ils remplissent leurs véhicules de bonbons d'explosifs. Ils vont dans le camp. Ils explosent, on tue les militaires. Ceux qui restent en vie, ils se battent 7 heures de temps. Il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'aide. Les balles finissent. Les nourritures finissent. Les armes finissent. On finit par les tuer tous. Les militaires demandent un soutien aérien. Il y a des hélicoptères, des avions sur nos territoires. Les forces internationales disent non, nous on n'est pas venus. On est venu nous interposer pour la paix. Mais il n'y a pas de paix. On vient au massacre 140 personnes dans un village. Le président va, il pleure, il menace le chef d'état-major, tout le monde le voit, on a peur à la télé, le lendemain il n'y a rien. On n'a pas besoin qu'un président pleure. On a besoin qu'un président fasse pleurer les terroristes, et pas lui. On n'a pas besoin qu'il menace nos militaires. Ils donnent déjà leur vie. C'est la seule fonction où ton chef peut te dire d'aller dans une mission où tu peux perdre ta vie. Mais tu ne dis pas que tu ne vas pas. Pourquoi tu viens les menacer? Toi, tu as quitté sur ton climatiseur. Voici ce qu'on a vécu. C'est pourquoi j'ai dit aux militaires, c'est notre fierté
Ils nous ont restitué notre dignité et notre honneur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.